Donc, je suis ravi d'avoir été invité à ce webinaire pour donc parler de réhabilitation responsable du bâti ancien et en particulier de présenter le centre de ressources CREBA. Ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer un petit peu la genèse de CREBA et pourquoi on en est arrivé là et comment on en est arrivé là et quels sont nos objectifs. Donc, Marcella a très bien expliqué les caractéristiques du bâti ancien avec des matériaux locaux qui sont très divers, avec des caractéristiques constructives de parois lourdes en maçonnerie, avec notamment de l'inertie qui donne certaines propriétés très intéressantes à ce bâtiment et à ce type de bâtiment et généralement une conception bioclimatique. Donc ça, ces caractéristiques, en fait, elles font preuve donc de points forts, mais également de points faibles qu'il faut savoir apprécier et pouvoir travailler avec. Donc au niveau des points forts, donc au niveau thermique, du fait que ce sont des parois lourdes, il y a un comportement très intéressant vis-à-vis du confort d'été et notamment de tous les épisodes caniculaires qui nous tombent dessus et qui vont nous tomber malheureusement dessus de plus en plus fréquemment. Donc cette inertie qui est très intéressante, cette conception bioclimatique. Et puis le recours à des matériaux locaux, donc comme je l'ai dit juste précédemment, de bois de pierre, de terre. Donc ce qui présente un impact environnemental vraiment très 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 faible. Et qui constitue enfin, on va dire une caractéristique intrinsèque de ce type de bâti. Inversement, donc les points faibles, quels sont-ils? C'est une étanchéité à l'air qui est relativement modeste, voire médiocre, et une forte sensibilité à l'humidité, qui peut avoir un caractère très intéressant dès lors que l'on veut faire. Alors, Marcella a utilisé le terme respirer. Moi, je dirais plutôt le terme transpirer ou perspirer. Le bâtiment, sachant que la respiration, c'est plutôt l'étanchéité à l'air qui la règle et de ce fait-là qui en fait un point fort. Mais ça, on y reviendra, on pourra en discuter. Donc, une forte sensibilité à l'humidité et qui fait qu'aujourd'hui, donc pour traiter les questions de réhabilitation d'un bâti ancien, il faut avoir des connaissances techniques assez pointues pour éviter de faire des bêtises et d'arriver à un résultat qui est complètement contraire à ce que l'on veut obtenir, c'est-à-dire aboutir à des résultats contre-productifs qui peuvent conduire à des pathologies constructives. Donc, moi, alors je suis moi-même ingénieur de formation et donc plutôt une sensibilité forte à tout ce qui est efficacité énergétique et faible impact environnemental, mais il n'empêche que l'enjeu ici n'est pas de faire des bunkers ou des pyramides, mais l'enjeu, c'est justement cette approche équilibrée et responsable. C'est-à-dire qu'il faut, il faut à la fois donc prendre en compte ces questions qui ont trait aux problématiques de transition écologique et réduire l'impact des bâtiments, mais également conserver les qualités architecturales et patrimoniales de ces bâtiments. Et c'est là que ça devient, alors, soit compliqué, soit marrant, ça dépend comment on voit la question. Juste pour vous indiquer comment se situe ce parc qui est défini comme étant le parc construit avant 1948. Il faut savoir que le parc résidentiel français, il est constitué d'environ 30 millions de logements. Ces 30 millions de logements, ils sont décomposés en 3 groupes qui sont relativement équivalents, donc chacun d'une dizaine de millions de logements. Le premier groupe, c'est le bâti ancien, donc d'avant 48. Le deuxième groupe, c'est celui des 30 glorieuses, donc de la reconstruction entre 48 et 75. Et le troisième groupe, c'est celui du choc pétrolier, post-choc pétrolier, avec les premières réglementations thermiques ou énergétiques.
après 1975. Et comme on peut le voir sur le schéma que vous voyez à l'écran, c'est pas forcément le bâti ancien qui présente les plus mauvaises performances, puisque c'est le deuxième groupe qui présente des performances quasiment 2 fois plus mauvaises que le bâti ancien. Mais ici, donc, on va s'intéresser donc à ce bâti ancien au regard du gisement de potentiel d'économie d'énergie qu'il représente. On n'est pas en train de parler d'une niche ou de quelques monuments historiques. On est vraiment en train de parler d'un parc de bâtiments qui représente une dizaine de millions d'habitations en France. Et donc, toute la complexité du traitement de cette question a été donc étudiée ces 20 dernières années par des experts nationaux dont font partie donc les experts du CEREMA, mais pas que, évidemment. Il y a toute une communauté scientifique et technique qui s'est intéressée à cette question. Et au milieu des années 2010, vers 2016 par là, un certain nombre d'entre eux se sont réunis et se sont accordés ensemble à un projet commun de vouloir capitaliser toutes ces connaissances et en particulier cette norme qui donne les éléments de méthodologie pour traiter de la question de la conservation du patrimoine. Et donc, pour capitaliser tout ce corpus de connaissances et le diffuser, le mettre à disposition des professionnels. Alors, qui étaient ces acteurs? Donc, le coordinateur de ce projet était le CEREMA, et avec 4 autres fondateurs, donc l'école d'ingénieurs des arts et métiers de centre de Cluny, l'école d'architecture de Toulouse, le laboratoire de recherche en architecture, l'association Maison Paysanne de France, représentée ici par Marcella et par Gilles Alglave, son président, et l'association Sites et Cités Remarquables de France, donc avec qui sont les 5 créateurs de ce centre de ressources et que je vais décrire, et qui a été créé donc en 2018. Et depuis 2018, nous avons été rejoints par aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a une douzaine de partenaires au total, dont vous voyez les noms affichés à l'écran, et qui constituent un ensemble de partenaires nationaux qui sont donc intéressés et impliqués dans cette question de la gestion de la réhabilitation du bâti ancien, et qui ont une volonté collective de développer ce centre de ressources. Donc, puisque nous fêtons au mois de novembre, nous allons fêter les 2018 de 2024, donc les 6 ans d'existence de ce centre de ressources, avec un développement d'un certain nombre de ressources que je vais décrire. Mais avant ça, ce que je voudrais, c'est insister sur 2 mots. CREBA, ça veut dire Centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien. Je voudrais parler de réhabilitation et de responsable. Responsable, c'est un mot important, et je l'ai dit, c'est dans le sens où on veut aller vers une démarche qui soit équilibrée. Donc, ce n'est pas un ingénieur qui vous parle féru d'efficacité énergétique. C'est quelqu'un d'équilibré et qui souhaite qu'on aille dans une démarche équilibrée, qui soit responsable par rapport à la valeur patrimoniale du bâtiment et une bonne compréhension des enjeux à la fois culturels, sociaux, liés à ce bâtiment. Et le deuxième mot, c'est réhabilitation. Le titre de votre webinaire, dans le titre de votre webinaire, vous avez le mot rénovation énergétique. Au niveau du CREBA, on emploie à dessein le mot réhabilitation parce que en opposition, je dirais, au mot rénovation, c'est-à-dire que le mot rénovation fait appel à une remise à neuf par rapport aux normes actuelles en vigueur. Là, on n'est pas dans cet esprit-là. Dans la réhabilitation, on veut garder l'esprit du bâtiment d'origine
avec les matériaux d'origine et les caractéristiques et l'identité du bâtiment d'origine. Ça ne veut pas dire que l'usage du bâtiment ne doit pas changer, mais ça veut dire que son identité, je dirais patrimoniale, a une importance, et c'est avec cette posture-là que l'on se positionne. Donc, de l'importance des mots, donc j'ai pris le temps d'expliquer ces deux mots, mais il me semble important pour que vous compreniez la philosophie de ces mots. Alors, pour bien comprendre la philosophie de ces mots, l'acte fondateur de Créba, c'est l'écriture à plusieurs mains d'un document qui s'appelle la charte Créba, qui donne des recommandations pour donc mener à bien un projet de réhabilitation forcément responsable du bâti ancien, avec une approche équilibrée à la fois sur les questions d'efficacité énergétique et d'impact environnemental, sur les questions de préservation des qualités architecturales du bâtiment, et sur les questions de bonne compréhension du fonctionnement hygrothermique du bâtiment et du fonctionnement technique du bâtiment. Donc cette charte, elle a été validée par tous les partenaires, et elle a été même traduite en plusieurs langues. Elle est disponible sur le site internet. Alors le site internet, pour les curieux, si vous tapez Créba sur Google, a priori c'est le premier site qui va sortir. Et donc cette charte est disponible sur le site et constitue, je dirais, l'acte fondateur du centre de ressources, et avec donc cette triple objectif que nous devons mener de front et de manière équilibrée, donc responsable, avec la dimension environnementale, avec la dimension culturelle et avec la dimension technique. Et je dirais, chacun de ces trois piliers est importantissime. On n'arrive pas à faire tenir un tabouret avec deux pieds. Enfin, il en faut trois. Si vous enlevez un des trois pieds, le tabouret va tomber. Donc aujourd'hui, c'est quoi Créba? Créba, c'est constitué d'une base documentaire qui est constituée donc d'une sélection d'ouvrages publics qui sont mis à disposition en diffusion publique et qui ont été rédigés par une communauté scientifique qui les a mis à disposition. Ce ne sont pas des ouvrages qui ont été rédigés forcément par les partenaires de Créba. Ce sont des retours d'expérience. Alors aujourd'hui, lorsqu'on a lancé Créba, il y avait en 2018, il y avait une quarantaine de publications qui ont été donc identifiées, sélectionnées, référencées et indexées dans le moteur de recherche du site. Donc aujourd'hui, il y en a environ 140 disponibles. Au niveau des retours d'expérience, pardon, excusez-moi. Au niveau des retours d'expérience, donc ça, ce sont des études que nous produisons nous-mêmes, donc les partenaires Créba. Des retours d'expérience qui sont réalisés donc de bonnes pratiques sur des opérations exemplaires qui à l'échelle nationale. Donc ce sont des opérations qui sont sur le territoire. Alors là, pour le coup, c'est uniquement sur le territoire métropolitain. On a fait donc à ce jour, on a 16 retours d'expérience qui sont disponibles et qui sont une analyse assez poussée, à la fois qualitative et quantitative, de l'approche Créba. Et donc, en fait, on a passé au crible ces opérations à l'aune de la charte Créba par rapport à tous les critères qui doivent constituer, entre guillemets, une opération exemplaire. Un certain nombre d'outils d'aide à la décision sont disponibles. Je vais en décrire un là, en suivant. Des outils d'aide à la décision que je qualifierais, alors, soit d'aide à la décision, soit plutôt de questionnement. Je considère que ces outils sont plutôt des outils de sensibilisation, d'information ou de formation, plutôt que des outils d'aide à la conception. Mais ça peut quand même donner des idées sur des opérations.
Et enfin, toute une panoplie d'animations interprofessionnelles qui vont donc de conférences que l'on organise sur le territoire, de cycles de webinaires qu'on a organisés lorsqu'on n'a pas pu faire les conférences. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, il y a une petite période où il y a une pandémie mondiale qui a sévi. Et enfin, des rencontres en local, de manière à ce que régionalement, des acteurs se rencontrent, échangent et fassent, enfin, qu'il puisse y avoir un partage d'expériences. Donc, notre rôle, c'est de mettre à disposition, enfin, les conditions favorables à ce partage d'expériences. Donc, parmi les ressources, je dirais la ressource numéro un, évidemment, est la charte CREBA. Euh, des outils, je vais m'arrêter deux minutes sur un outil qui s'appelle la Guidance Wheel. Alors, excusez-moi pour l'anglicisme, mais on n'a pas réussi au bout de 8 ans donc on a voulu créer ce centre à trouver un nom francisé qui traduise correctement cet outil. C'est un outil qui a été développé par un organisme anglais, d'où son nom en anglais, le Sustainable Traditional Building Alliance, et qui en fait propose, donc c'est une roue en fait qui intègre les trois dimensions, donc la dimension environnementale, la dimension architecturale et la dimension technique. Et à travers une modélisation, on va dire, simplifiée d'un bâtiment, on va pouvoir mettre en évidence, et enfin, la modélisation simplifiée, c'est-à-dire par rapport aux caractéristiques constructives du bâtiment, par rapport au climat, à son implantation, va pouvoir mettre en évidence par rapport à des bouquets de travaux, les interactions possibles entre les choix de travaux et les interfaces qu'il va exister qui peuvent faire naître des risques de dysfonctionnement et de contre-exemples qui peuvent conduire à des choix, à des choix contre-productifs. Donc là, ici, donc cette guidance wheel a été naturellement traduite en français et adaptée aux typologies constructives du parc français de manière à être représentative de ces différentes questions. Et donc, par rapport à un choix de bouquet de travaux, ce que va mettre en évidence, c'est toutes les interactions que les bouquets de travaux qui sont choisis peuvent engendrer et tous les points d'attention que cela va impliquer, avec des points d'attention en fonction du code couleur qui peuvent être importants et à risque, ou alors au contraire qui sont mineurs. Et le résultat est donc, une fois que l'on a rentré les différentes, enfin, qu'on a modélisé les différents bouquets de travaux sur le bâtiment, il en ressort un bilan avec des recommandations qui sont données à travers les références bibliographiques qui sont disponibles sur le site. Alors, c'est un peu riche et mon sentiment personnel est que sans un accompagnement, je dirais, personnalisé, on a un peu du mal à rentrer tout seul dans cet outil. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça peut être un outil qui est un formidable outil de sensibilisation et de compréhension et de questionnement par rapport à toutes les interactions possibles qui peuvent exister au niveau technique sur les choix de bouquets de travaux. Je reviens donc au retour d'expérience. Tout à l'heure, je parlais des retours d'expérience. Ces retours d'expérience, aujourd'hui, on en a 16 qui sont publiés sur le site et à travers une carte interactive et avec des mots-clés, vous pouvez sélectionner et regarder ces retours d'expérience. Ce que promeut la charte CREBA, c'est une approche équilibrée avec des approches sur les composants, sur les ouvrages, sur
comment gérer les questions d'interface entre les différents bouquets de travaux. Mais avant toute chose, la première chose à faire, c'est de faire un bon diagnostic et de bien comprendre quel est le fonctionnement du bâtiment, quelles sont les caractéristiques et comment on va trouver une solution. Et donc pour ça, ce questionnement-là, aujourd'hui, il n'y a pas de solution universelle que l'on puisse proposer aux professionnels et en vue de la massification. Notre objectif, c'est non pas de massifier les solutions techniques, mais de massifier les compétences, de massifier l'intelligence collective et de massifier la montée en compétences et la qualification des professionnels pour traiter correctement ces questions avec comme point d'entrée cette étape fondamentale qu'est le diagnostic et la bonne compréhension du bâtiment pour pouvoir ensuite apporter les solutions. S'il y avait une recette universelle, je ne serais pas en train de présenter le centre de ressources CREBA, je serais en train de présenter la recette universelle. Donc on est aujourd'hui sur cette dimension de faire en sorte de partager au mieux les connaissances et de faire que ça percole au mieux avec des experts hein, qui vont être, on va dire, le peloton de tête hein, et qui sont loin, je dirais, devant les experts enfin loin, ou en tout cas un niveau comparable des experts qui ont contribué à la création de Créba dont je ne fais pas partie. Notre objectif, c'est plutôt d'amener le peloton, le gros du peloton, pour une prise de conscience des enjeux qui sont associés à une meilleure connaissance du bâti ancien pour pouvoir apporter des solutions qui répondent à ces questionnements de transition écologique. J'avance un peu sur ces questions d'animation et de réseau. Parce que donc j'ai évoqué ce cycle de webinaires qui sont aujourd'hui disponibles sur le site en replay. Donc on a 4 webinaires qui ont été proposés. Et que, évidemment, je vous invite à les suivre. Ce sont des webinaires d'1h30. On a des accompagnements sous forme d'ingénierie pédagogique que l'on fait pour des écoles d'architecture ou pour des centres de formation ou développement de modules de formation en lien évidemment avec la question du bâti ancien. Et puis donc ce MOOC que l'on a réalisé, donc le MOOC éponyme, hein, le MOOC Créba, qui a été diffusé sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable en 2022 et en 2023, qui a réuni environ 13 000 inscrits. Donc si tout à l'heure je parlais de massification des compétences, on commence alors évidemment, c'est pas tous les professionnels, c'est loin d'être tous les professionnels, mais on commence à avoir des ordres de grandeur qui commencent à devenir intéressants et qui permettent d'envisager cette massification des compétences. Donc aujourd'hui, le centre de ressources se développe. On est sur le développement de ressources, on est sur un quadruplement des ressources en ligne depuis le lancement du site en 2018. On est soutenu par les ministères de la Culture et le ministère de la Transition écologique. On commence à nouer des partenariats de plus en plus structurants, donc ce qui nous laisse penser que on est sur la bonne voie. Et l'idée, c'est de continuer évidemment à développer cette vitrine, mais également à continuer à améliorer les connaissances, donc cette connaissance experte. Nos équipes, que ce soit au CEREMA ou nos partenaires, sont impliqués dans des projets de recherche, dans des projets européens, pour travailler sur des sujets experts et continuer à développer la compétence. Oui, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Luc Van Evenhuis, je suis maçon, alors, maçon de la restauration du bâti ancien depuis de nombreuses années, et c'est vrai que aussi bien quand je suis devenu maçon en passant du contemporain au bâti ancien, ben, il a fallu que je me forme.
que je me forme de différentes façons quand ça n'existait pas trop, donc j'ai pu manier la truelle et le stylo. Et suite à ça, ben, j'ai essayé de partager mes compétences, en bonne partie avec Maison Paysanne de France, où ben, j'avais participé à la création de la formation Ateba Pro après le matériel qui était déjà paru à Théba. Mais c'est vrai que dans les techniques du bâti ancien, ben, on a les techniques de terre. Donc j'ai pendant été à un moment donné président d'ASTER, l'Association nationale des professionnels de la terre crue. Le chanvre, il m'intéressait parce que une des façons de préserver, de faire continuer, et le bâti ancien, c'est de le garder habité, et on ne pouvait pas le garder habité ben, si on ne répond pas au questionnement des gens, au moins devant le confort et la dépense énergétique, avant de parler du cadre réglementaire. Aujourd'hui, j'ai rajouté une casquette un peu différente, où je suis en train de m'éloigner de mes activités professionnelles. Je suis élu dans une commune de l'ouest de la France, à moitié chemin entre Angers et Le Mans, qui s'appelle Baugé en Anjou. C'est une commune issue d'un regroupement de communes, c'est donc une commune nouvelle. En gros, c'est le canton qui s'est regroupé pour arriver à une commune de 12 000 habitants, hein, une commune très rurale. Ça doit être la 6e commune de France au niveau superficie, mais c'est une commune avec un bourg et 14 villages. Ah, voilà qui fait ça. Donc, il y a des problématiques de communes rurales, mais pas que, qu'il y a des services techniques de bourgs moyens. Et donc, du coup, sur cette commune, on a des besoins différents, des besoins qui apparaissent, entre autres bah, des sites de conseil communal, de conseil communautaire, R et là. Et je vais vous parler un peu du retour d'expérience qu'on a sur la restauration d'un monument historique classé. Et la première chose, c'est pourquoi j'ai choisi cet exemple. C'est que vu mon parcours, je suis persuadé que le patrimoine a des avantages, qu'il faut le respecter, mais à un moment donné, il faut essayer de le comprendre. Mais il ne faut pas que ça soit incompatible avec les exigences qu'on a aussi bien de développement durable, de frugalité, de laisser la vie se perdurer demain. Donc, à un moment donné, le patrimoine, il a sans doute des atouts, encore des choses à nous apprendre. Mais il va accompagner le mouvement. Il ne faut peut-être pas lui demander de n'importe quoi, il faut peut-être cerner ses objectifs. Mais à chaque fois que j'entends dire ben non, ça fait peur, ou la performance thermique sur le patrimoine, c'est incompatible et tout ça, je suis persuadé du contraire. Ça, c'est une chose. Mais après, de travailler sur un monument et d'être maître d'ouvrage, ben, on est confronté à une réalité qui se traduit, je dirais, par des choses qui tiennent de ce que j'ai dit, des difficultés et des freins, qui sont là sur un monument historique classé, mais qu'on peut retrouver sur un bâtiment collectif, privé, sur un bâtiment où on va avoir un bureau de contrôle, un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage, où on va avoir là, on est encore, il y a des freins, mais il y a quand même beaucoup de choses possibles avec les atouts ou du bâti ancien. Alors, donc voilà le bâtiment en question. Le bâtiment en question, c'est un tribunal qui a été construit en 1861, qui est totalement désaffecté depuis l'année 2000, mais une grosse partie désaffectée là. Alors, vous voyez cette pierre blanche tachée de noir, c'est la pierre des châteaux de la Loire, donc je vais vous dire c'est la plus belle pierre du monde, mais en même temps c'est sans doute une des pierres les plus fragiles au monde, c'est le tuffeau qu'on a en Val-de-Loire, et du coup qui s'abîme, qui est assez fragile, et dès qu'il est maltraité, on va le sentir. Alors c'est vrai que si aujourd'hui il est restauré, c'est parce que ça répond à des besoins, ce besoin d'avoir un lieu pour une assemblée, pour une commune qui a totalement changé et d'atouts, et aussi on a un autre besoin en milieu rural, c'est que l'informatique, on en a autant besoin qu'en ville et peut-être plus besoin. Et c'est vrai que les progrès de l'informatique, ils arrivent avec un décalage, peut-être pas la liaison telle qu'on a, Zoom, il n'y a pas besoin de faire une visio, il n'y a pas besoin là, mais il y a du matériel qu'on découvre après, et on se dit que, on voit comme les choses évoluent, le matériel, les techniques nouvelles, elles ont besoin pendant 3-4 ans d'être dans le domaine public,
parce qu'elles sont encore trop chères, elles sont inaccessibles. Et après, les choses évoluent, les prix baissent et les gens s'approprient et le matériel rentre dans le domaine privé. Et ça, une commune peut l'apporter. Donc, du coup, on a créé à partir de ce tribunal ce concept que nous, on a appelé maison du citoyen connecté, où à un moment donné, c'est une maison pour l'Assemblée avec des salles quotidiennes. On a une salle d'audience donc qui va permettre d'avoir une grande salle de réunion et on avait plein de bureaux autour où on veut y faire rentrer la connexion et des services dans un premier temps aux habitants et en sachant que ça évolue très vite. On a là, on est dans, alors on est un bâtiment classé, vous le verrez, extérieur, intérieur, mais on a les mêmes soucis que peut avoir je dirais, quelqu'un dans un foyer, dans sa maison d'habitation. À un moment donné, le coût d'entretien sur une commune, c'est important. On sait que si on investit peut-être un peu plus au départ et je dirais, en coût d'usage, on économise pendant 30-40 ans, ça vaudra le coup de réfléchir et de prendre ça et de mesurer l'investissement aux répercussions qu'il peut avoir. Donc, la prise en compte de l'énergie, pour nous, elle a été importante. La commune telle qu'on est, on a, je dirais, 14 mairies annexes, en gros, par un autre ça. Donc, vous imaginez bien que l'hiver, pas celui-là, mais l'hiver l'année dernière, avec les hausses de prix d'énergie, ben, on en a fermé 7. Parce qu'à un moment donné, on se disait, ben, on n'arrivera pas à tenir dans nos budgets. Et là, donc, quelque part, ça a été salutaire parce qu'à un moment donné, ça nous dit bien, que nous, on a des bâtiments, mais si on veut tenir un service à notre public, aux habitants, ben, il faut vraiment qu'on maîtrise la dépense énergétique, comment on investit de tous les côtés là. Donc, ça rentre là. Et c'est vrai que du coup, vous allez voir là. Et alors, on est des élus, on est en milieu rural, mais on est un peu comme nous. Produire, consommer local, pour nous, c'est important. Dire au niveau alimentaire, ben, on voit que les mentalités changent aussi. Au niveau du bâtiment, ben, ça change. Quand je suis dans le conseil municipal, je ne vais pas leur dire que oui, il faut être frugal et qu'on peut avoir une frugalité heureuse, ça serait bien. Mais si je leur dis, bah oui, on va parler de matériaux locaux, là, du coup, il y a une autre écoute et on sait qu'on arrive à faire passer des idées et que les choses évoluent là. Donc là, vous voyez l'intérieur du tribunal. C'est cette salle qui va être une salle d'assemblée, mais sur cette salle, ben, on a la tapisserie qui est classée et elle est d'origine. Donc là, typiquement dans cette salle-là, on a les murs, l'extérieur qui est classé, ou à juste titre, hein, je le défends totalement. C'est l'ABF qui va amener des contraintes et à l'intérieur, c'est classé. On a un bâtiment typique de la fin du 19e siècle qui représente une époque. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, donc ça vaut le coup d'en garder un ou deux en France dans leur état d'origine, dans leur jus. Donc pour moi, je le défends tout à fait. Mais par contre, on sait très bien que là, ben, il va falloir trouver d'autres solutions ou amener d'autres choses ailleurs, hein, parce que ce qu'on aimerait faire pour être économe en énergie, on ne peut pas le faire partout. Alors, au niveau des communes, on a fait appel au fonds vert qui a été mis en place en 2023 par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et du coup, on fait que de façon, je dis, assez intelligente, là, pour bénéficier du fonds vert, on a 230 000 euros de subvention. L'objectif, c'est 40% d'économie de dépenses énergétiques. Ah, pour moi, c'est intéressant. On ne cherche pas un coefficient, on ne cherche pas une étiquette. On cherche une économie réelle qu'il faut amener. Alors, vous me direz, l'objectif, il n'est peut-être pas très ambitieux. Oui, à partir de 2025, je crois, le fonds vert, on va être à 50 et 60 après d'économie sur les dépenses énergétiques fait par une étude thermique préalable. Donc, on est bien sur une étude globale par un thermicien qui nous a fait, je dirais, alors, une étude thermique statique, on n'est pas de la thermique dynamique, mais c'est déjà ça. Donc, du coup, par rapport à ça, nos objectifs d'économie, ils ont été au moins définis là-dessus et on y arrive malgré la configuration du bâtiment. Et là, mais pour nous, c'était important aussi
où on le défendait vraiment en coût d'usage plutôt que le reste. Voyez, voilà le bâtiment tel qu'il se présente. Au milieu, alors je ne sais pas, est-ce que vous voyez la souris? Je ne suis pas sûr. Oui, Oui, la souris là sur la salle 4, donc c'est la salle d'audience où on inverse un peu, où on arrête de mettre le maire à la place du juge sur un piédestal. Il descend un peu, les conseillers, un peu de public. Là, ici, donc, c'est une salle d'assemblée qui peut servir de réunion d'association et du coup qui sera bien sûr équipée pour des visioconférences, pour des traductions, pour tout ce qu'on veut. Derrière, c'était une salle de délibération qui, elle, est plutôt une salle pareille pour de réunions de visioconférences là. Ici, cette aile en bas du plan qui est le sud. Donc là, on a des bâtiments, c'était des bureaux, des juges, des assesseurs et tout ça. Donc la valeur patrimoniale est un peu moindre. Mais donc du coup, c'est là où on veut y mettre un peu tout ce qui est informatique. Au nord, on a les archives municipales. Là, on a fait rentrer quelque chose qui est mis en place par le ministère de la Culture qui s'appelle les microfolies, où on amène une partie des œuvres des grands musées nationaux à destination des élèves ou de tous les publics là. Et ici, on a la salle des pas perdus, comme on a dans tous les tribunaux, qui est une salle monumentale. Et du coup, ben, notre première réflexion, ça a été de dire ben, comment on occupe les locaux. Et à un moment donné, alors, il y avait les gens du bâtiment qui discutent avec les architectes, qui suivent les démarches APD, APS, ProDCE et tout ça, qui sont les techniciens. Et on a eu un groupe de citoyens avec les gens qui veulent animer, je dirais, le lieu. C'est pas les mêmes. Eux, ils comptaient pouvoir bénéficier de cette salle pour faire des colloques, des animations un peu toute l'année. On leur a dit oui, mais là, ça ne sera jamais chauffé. Ça sera une salle qui sera tempérée par les pièces qui vont être chauffées autour ou avec des couloirs là. Mais cette salle, vu la hauteur qu'elle a, vu les baies telles qu'elles sont, on ne peut pas le faire. Elle avait 3 portes d'entrée, on va en garder qu'une avec un sas quand même pour tempérer. On va garder une personne à l'accueil avec un radiant électrique juste derrière qui chauffera la personne, mais on a une salle tempérée. Alors, quelque part, ça sera une salle aussi, vu les murs massifs et tout ça, sans doute tempérée l'été, qui sera très bien, avec les chaleurs là. On ne sait pas trop les climats d'hiver qu'on va avoir, mais on a fait le choix, et à un moment donné, les techniciens des bureaux d'études nous poussaient à avoir une VMC double flux avec de l'air réchauffé en entrant. On a dit non, non, on abandonne tout. Il faudra se restreindre dans l'usage plutôt que d'essayer de mettre des dépenses qui ne sont pas raisonnées ou, je dirais, on arrivait devant des systèmes qui nous apparaissaient et des outils à gaz. Donc, c'est vraiment la première réflexion, ça a été un choix sur les usages et de modérer les prétentions ou les usages par rapport aux dépenses que l'usage va avoir derrière. Donc, c'est quand même lié ça, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait, avec quels moyens. Là. L'autre chose, ben, au plus simple, c'est qu'on avait des combles qui servaient en partie de réserve. On a dit, ben non, les combles, on ne va pas les habiter. Les espaces sous toiture, c'est des espaces, quand on a fait un peu de bâtiment ou d'architecture, c'est des espaces contraints. On serait au Maroc, on aurait des toitures terrasses. Mais nous, on est obligé d'avoir ces volumes-là. Donc, ces volumes-là, ben, on ne les utilise pas. Et là, c'est facile de mettre un R de 8. Donc, des combles perdus, un R de 8. Et tant qu'à faire, ben, on a demandé du biosourcé. On est en Maine-et-Loire, on ne produit pas tellement de biosourcé, si ce n'est que toutes les graines de chanvre produites en France, elles viennent de 20 km, la surface c'est Beaufort emballé. Donc, quelque part, ça a du sens aussi, et là aussi. Mais donc, on est là. Donc, la deuxième démarche, toujours dans le dire, ben, on va au plus simple, on choisit ça. Sur les autres pièces qui ne sont pas les pièces classées, ben c'est vrai qu'on a la problématique de l'isolation du bâti ancien. Alors, le haut, on va très bien l'isoler. Les murs,
on a une problématique. Vous avez vu l'image du tuffeau de cette roche très fragile. Si je l'isole parfaitement, de début, l'étude thermique nous poussait vers un R de 3,7. Si je l'isole parfaitement, ce tuffeau, l'hiver, il va être trop froid. C'est quand même une roche très poreuse, très capillaire qui prend l'eau. Elle ne séchera pas de tout l'hiver et elle va se dégrader de façon accélérée si, de façon saisonnière, cette pierre ne peut pas, ne peut pas assécher. Donc, à un moment donné, on s'est dit non, il faut qu'on trouve un compromis entre une diminution des consommations et la préservation du patrimoine. Pour nous, c'était ça. Alors, du coup, on a regardé quand même sur les logiciels, mais la première chose qu'il a fallu faire, alors peut-être pas tellement avec les techniciens, mais en dehors des techniciens, aussi bien nous avec les gens du patrimoine, les purs et durs du patrimoine, qui peut être un architecte du patrimoine, qui n'a pas dans son cursus jusqu'à maintenant, mais il y en a quand même qui s'y mettent, hein, rassurez-vous, et les élus, leur parler en U. Le R, c'est facile. 4, c'est 2 fois 2. Mais quand vous parlez en U, vous dites 0,25, c'est mieux que 0,5, ben les élus, ils se grattent un peu la tête et puis ils se disent qu'est-ce qu'ils me racontent là. Mais de faire de la pédagogie pour pouvoir dire oui, je vais viser 50% et là, ou un peu moins de dépenses d'énergétique sur les murs, on y est arrivé. En gros, on est arrivé sur 2 choix. Donc on s'est dit, ben, si le compromis, on va le trouver de façon. Alors c'est un, isoler sans doute moins, pas aller sur un R de 3,7. On s'est dit, on va chercher un compromis de 60% d'économie de dépenses sur ce mur-là. Alors, c'est de U, hein, on est parti d'un U au départ de 1,43 et on a visé un U de 0,57. Vous calculerez le R, mais le U, c'est, il passait 1 watt 43 par mètre carré, il va passer plus que 0,57 watts par mètre carré, 60% de diminution. Donc, on a hésité entre du béton de chanvre, pour son côté capillaire, donc du coup aussi permettre l'évacuation de l'humidité là, ou une isolation en fibre de bois. On arrive à 5 cm de fibre de bois. Ce n'est pas une isolation performante, mais c'est une isolation justifiée pour arriver à 60% d'économie d'énergie. On a fini par retenir la fibre de bois parce que je vois bien que dans les collectivités, mais on pourrait avoir ça aussi dans du logement social, ben, à un moment donné, je sais qu'il va y avoir des utilisateurs qui vont changer, des gens qui vont faire l'entretien qui vont changer. La sensibilité de dire, tiens, oui, j'aurais aimé mettre des enduits terre, c'est pas raisonnable avec des gens qui arrivent avec des détergents agressifs ou des choses comme ça. Donc, d'être sur un placo peint ou quelque chose comme ça, c'est dans les compromis qu'on a fait, oui, on a fait ça, on met de la fibre de bois, même s'il la voit pas et qu'elle coûte un peu plus cher, mais l'usage assez courant avec des gens, je dirais, en plus une partie des salles informatiques qui vont évoluer dans 4 ans, les installations qu'on aura mis aujourd'hui ne seront plus valables. On va peut-être repeindre, relooker ou changer les tables, donc il faudra que ça puisse évoluer. Mais dans cet usage global, on s'est dit oui, bon, c'est sans doute un choix pas raisonnable. On l'a accompagné de doubles fenêtres. Les fenêtres qui datent de 1860 sont encore là. On les a réparées, repeints, remis des fenêtres en bois. Donc, bah, du coup, qu'on va mettre au nu du parement intérieur avec l'isolation. Et il y avait une moulure qu'on trouvait ici de chaque côté. Et cette moulure, on la ramène là. On rappelle un peu l'architecture intérieure précédente. C'est sûr qu'on a modifié l'architecture, mais je dirais la double fenêtre, ça passe très bien. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, c'est un fait acquis que oui, il y a des solutions différentes que le double vitrage. Il y aura bien un double vitrage sur la double fenêtre, mais ce sera une double fenêtre en bois qui est là aussi. Sur le chauffage, comment chauffer? Alors, le chauffage existant, vous le voyez là, c'est une chaudière à gaz. Donc, nous, la première chose, c'était de dire, ben,
même si on est là, on est quand même en milieu rural, on a du bois. On va essayer de passer aux énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, alors, dans ce qui s'offre à nous, on a du bois granulé, de la géothermie profonde, du biogaz, où on commence à avoir des unités de méthanisation proches, ou du bois plaquette. Alors, c'est vrai que de façon assez simple, dans l'enceinte du bâtiment, au début, on était de dire, bah oui, une chaudière en bois granulé. On n'a pas tout à fait, nous, encore de production de granulés local. Il vient de Vendée, il fait un peu la route. Il n'est pas trop mal. Bon, du coup, on n'était pas trop satisfait. Alors, du coup, c'est vrai qu'en travaillant dessus, et les thermiciens nous a dit, ben, vous avez ce bâtiment. Derrière ce bâtiment, là, c'est le tribunal. Derrière, il y a l'enceinte de la prison existe toujours, où on a des salles culturelles avec des salles associatives, des salles de concert. On a la mairie avec 40 personnes qui travaillent. Je dirais des bâtiments qui se tiennent dans un rayon de 100 mètres. Donc, on se dit, bah oui, pourquoi pas envisager un réseau de chaleur, du coup, du bois plaquette local, puisque là, je dirais, c'est beaucoup plus facile d'avoir. Bah, du coup, on a mis en route une étude et va nous être remis la semaine prochaine. Donc, du coup, on a changé notre fusil d'épaule sur un réseau de chaleur, au moins pour chauffer les bâtiments communaux. On a 2 EHPAD, on essaye de voir quelle est la bonne échelle. Donc, pour l'instant, je dirais, de se dire, tiens, on va passer aux énergies renouvelables, eh ben, fait que ça a engagé une réflexion qui amène plus loin. Donc, du coup, en attendant, on a dit, ben, pour livrer le bâtiment, on prend la chaudière la moins chère, c'est la chaudière à gaz, avec l'énergie la plus chère, on en est bien conscient, mais de façon à pouvoir investir peut-être dans les 2, 3 ans qui viennent, le temps de construire la réponse et aussi de bien réfléchir dessous, d'avoir divers avis. Mais du coup, on partirait sur un réseau de chaleur au gaz. Donc, ben voilà, tel qu'on voit, on voit là où c'est le tribunal. Derrière, c'est l'ancienne prison. Alors, il y avait juste l'enceinte, les bâtiments intérieurs ont été mis, et là, c'est un ensemble de salles. Là, on a le bâtiment qui est la mairie avec les salariés. Là, il y a un château, mais ce château, même l'hiver, on ferme l'office du tourisme parce que c'est un château médiéval et c'est pas la peine. Mais là, ici, on a un foyer logement. On peut envisager, je dirais, de là. Et puis, je dirais, cette photo, elle est quand même assez emblématique de notre territoire. Car, le végétal est très présent. Et ne serait-ce que l'entretien du végétal, sans vouloir beaucoup plus exploiter que ça, l'entretien des bords de chemin, des bords de haies, et nous permettrait d'avoir ça. Voilà un peu le programme. Alors, c'est vrai que dedans, on a aussi une réflexion. Alors, de ce côté-là, les gens du patrimoine nous aident beaucoup. Lors de, vous voyez, cette verrière en plafond des couloirs qu'il y a, elle était prévue, dépose, remplacement, remise en œuvre. On a un menuisier, l'architecte du patrimoine, eux, la réflexion est liée, c'est de dire, ben non, on répare. Tout ce qu'on peut garder, là, on a juste un carreau cassé, mais on va changer 2 vitres, mais et c'est vrai que les gens du patrimoine savent le faire, de dire ben, on répare, mais c'est pas la peine de tout remplacer. Et d'autres choses où on est, alors ça c'est la salle d'audience, où là, je dirais, je suis pas bien satisfait du résultat où on arrive, parce que les acteurs, on trouve quand même des difficultés, des freins. Vous voyez le parquet en bas. Le parquet en bas, il va revenir à sa place. Il a 160 ans. Il n'est pas déformé. Par contre, on doit passer des réseaux dessous, des réseaux beaucoup plus électriques, courant faible, et aussi des réseaux de chauffage. Donc, il va être déposé, reposé. On a fait d'un autre bâtiment, on a déposé ce parquet, il est sur un terre-plein. Donc, on a nivelé le terre-plein, on a mis des plots réglables en plastique, c'était peut-être pas 100% bon, mais c'est très pratique, et on a reposé les lambourdes et le parquet. Là, j'ai eu un bureau d'études, il me dit j'ai besoin d'un caniveau BO pour passer plein de tuyaux de la tuyauterie, donc ok. Donc ce caniveau, il va être en béton, et puis je mets une dalle en béton partout, et j'ai
devant ce bureau d'études. Je lui ai dit, ben, faites quelques longrines en béton si vous voulez. Il m'a dit oui, mais je ne peux pas vous le garantir 10 ans. Donc du coup, j'ai eu un frein quand même. Et on le voit bien quand tous les acteurs ne sont pas à la même hauteur ou la même volonté de trouver des solutions alternatives. Mais je dirais, et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh ben, il va falloir rentrer aussi dans les cursus de formation de ces gens-là, quoi. C'est incompréhensible de voir quelqu'un, on lui dit, mais regardez, ce parquet-là, tel qu'il vous le voyez, il a 160 ans, et vous, sans béton armé, vous êtes incapable de garantir 10 ans. Je dis, mais vous êtes ridicule, mais bon, je ne suis pas arrivé à avoir gain de cause, puisqu'à un moment donné, l'architecte n'osait pas aller contre le bureau d'études et le bureau de contrôle. Mais d'où, alors, c'est vrai qu'on peut dire, ben, on va essayer de choisir les acteurs avant, mais ben, voyez tout ce travail qu'il faut faire de motivation ensemble et de pédagogie qu'il y a à faire. Là, on n'y est pas arrivé. Autre chose où, pareil, on voit aussi que les habitudes culturelles ne sont pas trop là. Là, cette charpente du deuxième moitié du 19e siècle, toutes les grosses pièces, ce sont du chêne, et tous les chevrons, tout le chevronnage, c'est du peuplier. Donc, alors, le tuffeau est local. On est à 25 km du bord de Loire, mais on a des carrières de tuffeau. On a une maçonnerie de tuffeau. Sur le secteur, on a encore la production de carreaux de terre cuite, mais les fours à carreaux de terre cuite, c'était des fours mixtes qui servaient de temps en temps à faire de la chaux, de temps en temps à cuire des carreaux. Donc, on s'aperçoit que 160 ans avant nous, la ressource était locale. On avait juste deux sources de cheminée, celle-là on la voit, elle est en tuffeau. La première à gauche de la photo, elle vient d'une pierre des Charentes, donc celle-là elle s'est déplacée. Mais sinon, on était pratiquement tout en ressources locales. Et on voyait qu'il y avait quand même une réflexion. Le chêne, oui, pour faire les pièces maîtresses, oui, mais après, pour faire des pièces où on sait quand même estimer les choses, ben, on avait mis du peuplier. Donc, du coup, ben, je vois que même sur un monument historique, on a gardé la charpente en chêne, mais tout est en bois blanc. Alors, est-ce qu'il vient de France? Est-ce qu'il vient du Morvan? Est-ce qu'il vient de Pologne ou là? Mais alors, j'ai quand même posé la question. J'ai dit, mais attendez, on va refaire à l'identique, on se doit d'être fidèle. Et le peuplier, il pousse. La principale problématique, c'est que le bureau d'études bois, qui est pourtant lié à une entreprise monument historique, n'avait pas les données de résistance mécanique qui permettaient de faire le calcul. Elle n'était pas rentrée dans l'ordinateur. Alors depuis, j'ai cherché un peu, j'ai vu que Fibois, avec la région Centre, il me semble, en Centre-Val de Loire, ont édité un guide d'usage des peupliers en donnant des coefficients de résistance, des coefficients de séchage et tout ça. Donc les données existent. Heureusement qu'il y a d'autres organismes qui se battent pour les biosourcés ou pour ça. Mais c'est vrai que là, du coup, on a eu quand même une réelle perte de connaissances, de savoir-faire et aussi un confort culturel, un confort d'habitude qui fait qu'à un moment donné, là, j'y suis pas arrivé, on ne désespère pas, ben, le prochain chantier qu'on fera, de le prendre encore plus en amont pour arriver à avoir. On a une étiquette. Alors nous, on va être utilisateur, on n'a pas les problèmes de location. Vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire. Par contre, on va payer les factures et on voit bien que la sensibilisation des acteurs sur les portes, sur les lumières, sur la façon dont on chauffe à 17 ou 18, donc à un moment donné, d'être dans un local public comme ça nous permet de dépasser une application un peu limitative de la réglementation. La réglementation, elle a du bien si, je dirais, si c'est un objectif, si c'est là, mais à un moment donné, on n'applique pas une règle pour appliquer une règle, on applique une règle pour un mieux, quoi. Euh, je partage le point de vue sur le fait que le DPE actuel par rapport au bâti ancien, il est très largement perfectible. Euh,
je partage le fait qu'il y a des choses à améliorer, mais en fait, et je partage votre passion aussi. Euh, mais je pense qu'il faut aussi avoir une approche pragmatique, dans le sens où aujourd'hui, on a des bureaux d'études qui sont experts, qui sont réputés experts et qui le sont vraiment, et qui nous disent, si on passe suffisamment de temps et qu'on remplit les bonnes bibliothèques et qu'on va rechercher les bonnes informations sur la caractérisation des produits, on peut sortir des résultats avec le DPE sur le bâti ancien qui sont assez corrects. Donc aujourd'hui, enfin, ce qu'il faut faire attention, c'est critiquer le DPE, on a le droit, et je dirais, on n'a pas tort. Mais je dirais, on devrait plutôt critiquer la manière dont on utilise le DPE. Parce que si vous donnez une Ferrari à conduire à la très grande majorité des diagnostiqueurs aujourd'hui qui pratiquent sur le terrain, on va se retrouver toujours dans le fossé, hein. En fait, il faut prévoir l'amélioration du DPE et la prise en compte des critères. Et le DPE, c'est la performance énergétique, hein, je suis désolé, c'est pas le confort, hein. Il y a d'autres qualités qu'il faut mettre en avant pour le bâti ancien, mais si on veut comparer, enfin, une machine à laver, lorsqu'on la compare avec une étiquette par rapport aux autres machines à laver, on compare la consommation et non pas l'esthétique, et si elle est rose fluo ou si elle est ou si elle a le Wi-Fi aussi, quoi. Donc, il faut qu'on reste sur les bons, enfin, sur les bons critères d'évaluation, mais surtout, il faut qu'on accompagne les futurs utilisateurs de cet outil pour qu'ils l'utilisent correctement. Et aujourd'hui, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, hein, mais il y a pas, enfin, on est tous, on converge tous vers le même constat en disant que cet outil est perfectible, mais aujourd'hui, factuellement, il n'y a pas d'étude qui met en évidence les écarts d'utilisation à travers des échantillons de diagnostiqueurs par rapport à l'écart de résultats auquel ça peut conduire. Donc, je dirais, il faut prévoir à la fois une amélioration du modèle, enfin de l'outil, mais surtout, je dirais, c'est l'accompagnement, enfin, c'est quel public on va viser. Est-ce qu'on va viser les très bons diagnostiqueurs qui sauront s'en dépatouiller et qui sauront prendre le temps pour sortir un résultat fiable, ou malheureusement la très grande majorité du peloton qui va faire ça rapidement parce que ils ont plein de clients à traiter, et ils vont faire ça comme ils peuvent et rapidement. Et je voudrais faire le parallèle avec un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé ces 20 dernières années, qui est celui de l'étanchéité à l'air des constructions. Quand, à la fin des années 90, on a commencé à se dire, ah tiens, si pour la RT 2000, on prenait en compte l'étanchéité à l'air des constructions, on a fait des études pour savoir où est-ce qu'on mettait le curseur, qu'il fallait pas, enfin, est-ce qu'on mettait le curseur au même niveau que les maisons passives? La réponse était non, parce que sinon, on n'aurait que des mauvais résultats et on ne serait pas accompagné. Donc, on y allait graduellement, et on a mis facilement 10 ans, voire 15 ans, à mettre en place un système de qualification des mesureurs, enfin des contrôleurs, hein, de l'infiltrométrie, pour qu'on arrive à avoir des professionnels qui soient dignes de ce nom, qui soient qualifiés, formés et qui montent en compétences. Donc, je dirais, il y a une grosse montagne à gravir, et cette grosse montagne, malheureusement, ça va prendre du temps, mais si on prend les bons virages, au moins qu'on aille dans le bon cap. Mais le bon cap, c'est améliorer l'outil, mais c'est également faire en sorte que l'outil soit bien utilisé correctement et de manière pragmatique. C'est-à-dire trouver le bon compromis entre le truc hyper fiable et le truc qui pourrait être utilisé par les acteurs économiques du marché, parce qu'il y a une réalité économique du marché.